1er avril 1966. Ce matin, une foule de curieux se presse aux abords de la Villa Collina, près du lac de Côme. Ils espèrent apercevoir Oskar Kokoschka, célèbre peintre autrichien qui vient commencer le portrait du chancelier allemand Konrad Adenauer. Cet événement réunit deux personnalités de l'Europe d'après-guerre. Kokoschka, figure de la résistance au nazisme dont le pinceau a retranscrit sur la toile tous les soubresauts de l'histoire du XXe siècle, et Konrad Adenauer, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Pendant plusieurs semaines, ils vont s'enfermer à huis clos pour de longues séances de pause. Et moi, Anneliese Poppinga, secrétaire particulière du chancelier, je serai la seule à assister à ces moments pour pouvoir en témoigner. Kokoschka a commencé par visiter la maison pour décider de la pièce où s'installer. Il a choisi la salle à manger. J'ai fait placer un fauteuil confortable sur l'estrade en cas de besoin. Rester debout 2 à 3 heures par jour, je pensais que c'était trop. Adenauer avait quand même plus de 90 ans. Il me gronda en souriant. « Ne peignez-vous pas debout? Ne faisons-nous pas partie d'une génération qui ne vieillit pas ?» Kokoschka a commencé le portrait et il s'est mis à raconter. Des histoires, des anecdotes. Adenauer l'écoutait attentivement. « Dites-moi, monsieur le chancelier, d'où vient votre pantalon? Le dernier tailleur qui a vraiment su faire des pantalons, c'était celui de l'empereur François-Joseph Ier. Il a été pour moi un professeur très important. Il m'a appris quelles étaient les bonnes proportions entre le bras et l'épaule et entre la jambe et le corps. Moi, je vous le dis, monsieur le chancelier, ça, c'était des pantalons. » Et tout en peignant, Kokoschka est parti dans ses souvenirs. Ses débuts à Vienne en 1900, l'âge d'or de la capitale de l'Empire austro-hongrois, le centre de la vie intellectuelle et culturelle européenne. Peintre autodidacte, Kokoschka entre en 1904 à l'École des Arts appliqués de Vienne. Parmi ses professeurs, les grands maîtres de la sécession, cet art nouveau autrichien qui dénonce la pesanteur des codes du passé. Gustav Klimt qui le prend sous sa protection. Mais rapidement, Kokoschka se fait connaître comme l'enfant terrible de la sécession. Ses créations choquent la bonne société viennoise. Il rompt avec l'esthétique de l'art nouveau et ouvre la voie vers l'expressionnisme. Dès ses jeunes années à Vienne, Kokoschka essaye de donner une image de lui qui sort du lot. Il aimerait qu'on le perçoive comme un poisson pilote, quelqu'un de précurseur, quelqu'un qui ne se fond pas dans la masse. Il met vraiment en place une sorte de stratégie pour se faire connaître. La presse parle de lui effectivement en termes parfois peu amènes, mais l'essentiel pour Kokoschka, c'est qu'on parle de lui. Il a voulu, dans cet autoportrait-là, se montrer dans une situation d'artiste stigmatisé, mis au banc de la société. Évidemment, le crâne rasé était une pratique qui était réservée aux prisonniers ou aux personnes exclues de la société. Kokoschka fait scandale dès 1908. Une exposition internationale est organisée pour le jubilé de l'empereur François-Joseph. On lui aurait clairement refusé d'exposer si Gustav Klimt n'avait pris sa défense devant ces messieurs du jury. Le public viennois baptisa ma salle le cabinet des horreurs. Et mon œuvre devint l'objet de la moquerie générale. On me surnommait artiste dégénéré, effroi du citoyen, corrupteur de la jeunesse, fleur de pénitencier. Unter anderem hatte er die Chance, 1908 bei einer großen Ausstellung der Kunstschau mitzuwirken. Und im Zuge dessen hat er für die Wiener Werkstätte, für die er auch tätig war, das Buch Die träumenden Knaben geschrieben, den Text geschrieben und die Illustrationen dazu entworfen. Man sieht schon an der Vignette, wir sind hier am Übergang des Jugendstils zum Expressionismus.
Kokoschka war damals 22 Jahre alt und tatsächlich handelt es sich allerdings um das Erwachen der Sexualität eines jungen Mannes. Also es ist auch sehr stark autobiografisch eigentlich durchzogen. Wir sind in einer Zeit, Stefan Zweig beschreibt das sehr gut in seiner Welt von gestern, in dem Roman, wo junge Frauen oder junge Leute ihr eigenes Geschlecht am besten gar nicht kennen sollten, erst mit der Verheiratung. Das birgt natürlich ein gewisses Potenzial für die Kunst und speziell für junge Künstler wie Kokoschka, die prinzipiell, denke ich, eigentlich einen gewissen Hang auch zur Provokation hatten. Il y a plusieurs travaux qui marquent les esprits dans la jeune carrière de Kokoschka, notamment sa pièce Meurtrier, espoir des femmes, qui est présentée sous sa forme théâtrale en 1909 à la deuxième Kunstschau de Vienne. Il semblerait que cette pièce de théâtre ait véritablement fait scandale, parce que cette pièce-là contenait une certaine forme de violence, ou en tout cas une expression très vive des passions auxquelles ces personnes-là n'étaient pas du tout habituées au début du XXe siècle dans la Vienne austro-hongroise d'alors. Erstarkte zu dem Zeitpunkt. Also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Frauenorganisationen setzten sich für die Gleichstellung der Frau ein. Und in dieser Atmosphäre reagierte die Kunst und die Kultur und die Kulturschaffenden darauf. Das heißt, patriarchale Gesellschaftsordnungen wurden in Frage gestellt, Geschlechterrollen und auch überkommene Moral- und Sexualvorstellungen. Was macht Kokoschka? Er verwendet diese zugespitzten, polarisierten Frauenbilder der schützenden, trauernden Mutterfigur und der sexuell bedrohlichen femme fatale und verschmilzt sie in einer Person. Also die Mutter wird sozusagen zur bedrohlichen femme fatale, die den Tod womöglich dieses Sohnes verantwortet hat. Aber man kann sich vorstellen, dass das einen unglaublichen Skandal ausgelöst hat, diese blutrünstige Darstellung. Dès les premiers traits, on a pu reconnaître le visage du chancelier Adenauer. Mais chaque jour, Kokoschka est surpris par de nouvelles expressions, de nouveaux traits de caractère. Et à chaque fois, il s'efforce de les intégrer dans le portrait. Il veut briser la carapace du chancelier, peindre l'homme et non l'homme d'État. Adenauer observe Kokoschka d'un air pensif. « Parvenez-vous à achever vos œuvres ?» Kokoschka lui répond oui, mais on sent que la question l'a perturbé. Je veux que mes modèles oublient que je suis en train de les peindre. J'ai parfois besoin de ma longue expérience des hommes pour ramener à la lumière une personnalité enfermée dans la convention, comme avec un ouvre-boîte. Souvent, les gens prétendent être ce qu'ils ne sont pas. C'est pour cela que j'ai commencé à peindre des portraits, pour apprendre à voir exactement l'être humain. Kokoschka a affûté son regard en dressant le portrait de la société viennoise de son temps. Einige der Porträts, die damals entstanden sind, hat Kokoschka einer Person zu verdanken. Das war sein Freund und Mentor Adolf Loos, also dieser berühmte Architekt, der ja etwas älter ist als Kokoschka und seinen jungen Schützling eingeführt hat bei seinen eigenen Auftraggebern und ihnen gesagt hat, lass dich doch von diesem jungen Mann porträtieren. Ich garantiere dir, wenn das Porträt nicht gefällt, ich werde es abnehmen.
Und das hat dazu geführt, dass Loos schließlich selber eine große Sammlung von Porträts von Oskar Kokoschka gemalten Personen besaß, weil viele mit diesem neuen Stil, mit diesem expressionistischen Porträtstil Kokoschkas zunächst einmal nichts anfangen konnten. Es gibt das Gemälde von Schönberg, das hier in diesem Raum zu sehen ist. Ja, die Porträts, die Kokoschka in dieser Zeit um 1910 und auch noch bis in die 20er Jahre hinein von Persönlichkeiten der Wiener Szene, Kunstszene, Wiener intellektuellen Szene gemacht hat, sind eigentlich ein Panorama von bedeutenden Persönlichkeiten, die damals das intellektuelle und künstlerische Leben geprägt haben. En 1910, Kokoschka fait un premier voyage en Suisse. Il s'installe quelque temps au sanatorium du Mont Blanc, où est soignée la compagne d'Adolf Loos, la danseuse Bessie Bruce. Il en profite pour peindre le portrait des convalescents, des aristocrates tuberculeux. Ces tableaux, dont la vue épouvanta les spectateurs, sont aujourd'hui considérés comme des icônes de la figuration humaine expressionniste. On voit déjà que ces gens sont malades, qui vont mourir. On voit toutes leurs souffrances, leurs espoirs. On arrive à deviner en fait leurs pensées, leur caractère, leurs états d'âme. Les historiens de l'art, les critiques d'art et Kokoschka lui-même commencent à forger le mythe de l'artiste dont les yeux seraient dotés de rayons X, c'est-à-dire des yeux qui sont capables de traverser la surface du corps pour aller directement jusqu'à l'âme, de percer en fait l'enveloppe du corps pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Madame Emma Veronica Sanders était visiblement perdue dans ses pensées. Ses grands yeux tristes fixant le vide me firent penser à une folle. Comme si j'avais pu pressentir qu'elle serait internée quelques années plus tard dans un asile d'aliénés. Il est étrange que j'ai rencontré dans ma vie tant de gens qui se sont suicidés ou étaient malades mentaux. Le monde de cette époque ne devait pas être le meilleur des mondes possibles. Beaucoup de modèles à l'époque n'ont pas compris en fait pourquoi ils n'étaient pas idéalisés comme c'était la tradition dans l'art du portrait. Il y a un bon exemple, quand Auguste Forel, naturaliste et psychiatre, a vu son portrait, il a dit « ça me plaît pas, j'ai l'air d'avoir subi une attaque cardiaque ». Et réellement, 2 années plus tard, il a subi une attaque cardiaque et c'est à ce moment-là que Kokoschka a aussi forgé le mythe de l'artiste voyant, c'est-à-dire l'artiste qui est capable de prévoir le destin du modèle. Der Mensch ist ja ein sensibles Wesen. Ne? Hat gewusst, es kommt eine fürchterliche Verheerung, eine Zerstörung des gesellschaftlichen Aufbaus. Als Maler habe ich sehen müssen. Meine Aufgabe ist zu sehen. Meine Aufgabe ist, die Augen zu öffnen. Tous les matins, Adenauer et Kokoschka font une petite promenade dans le jardin de la villa. À chaque fois que le chancelier passe devant un certain banc, il soulève son chapeau et fait une révérence. Voyez-vous la dame là-bas? Elle est assise et admire les montagnes. Kokoschka lui aussi la voit et dit « Il ne faut pas la déranger ». Les deux hommes ont la même fantaisie. Adenauer commence à bien s'entendre avec ce peintre. Kokoschka, lui, semble revoir la silhouette d'une femme qui l'a beaucoup inspiré. La fiancée du vent est probablement le chef-d'œuvre de Kokoschka le plus célèbre.
un hymne à sa violente et brève histoire d'amour avec Alma Mahler. Auch in den Gesichtern ist es stabil. Sie ist eigentlich am stabilsten gemalt. Dieser Bereich ist auch nicht so pastos wie die anderen Bereiche. Aber es gibt schon extreme Farbrisse, extreme Craquelés. Le chef-d'œuvre de Kokoschka est aujourd'hui tellement fragile qu'il ne peut plus sortir pour aucune exposition. Le temps est donc venu pour l'équipe du musée de Bâle de commencer un délicat travail de restauration. Sehr ungewöhnlich von der Maltechnik her, eine richtige Materialschlacht von Farben und man muss sich erstmal annähern, um dann Schritt für Schritt sozusagen die richtigen Entscheidungen fällen zu können. Dieses Bild begleiten sehr viele Anekdoten und Legenden, beginnend mit den Bildformaten, die angeblich genau dem gemeinsamen Bett von Alma und Oskar entsprechen. Angeblich entspringt dieses Bild auch der Forderung Almas an Oskar Kokoschka, ein Meisterwerk zu schaffen, damit sie sozusagen ihm länger erhalten bleibt oder dauerhaft verbunden ist. Und das ist, glaube ich, schon, ich weiß natürlich nicht, ob diese Geschichten stimmen, aber man sieht an diesem Gemälde, an der Art und Weise, wie es gemalt ist, was für eine hochemotionale Angelegenheit das war und welcher Kampf das auch war, das umzusetzen. Alma Mahler a 7 ans de plus que Kokoschka. C'est une femme de salon, une figure de la société viennoise. Indépendante et libre, elle a vécu de nombreuses relations amoureuses. Kokoschka la rencontre alors qu'elle vient de perdre son mari, le compositeur Gustav Mahler. 2 jours plus tard, il lui écrit la première d'une longue série de lettres. Débute alors un amour fou qui les consumera entre 1912 et 1914. Il existe beaucoup d'œuvres d'Alma Mahler qui a vraiment été une muse pour Oskar Kokoschka. Et ça a été une histoire d'amour extrêmement tumultueuse, passionnelle. Et nous avons ici un portrait d'Alma Mahler avec un regard extrêmement vigoureux. Sa manière d'être me fascinait. Elle était jeune, émouvante dans son deuil, et parce qu'elle était belle et tellement solitaire. Lorsqu'elle me proposa de la peindre chez elle, je fus à la fois heureux et accablé. Comment pouvait-on espérer le bonheur alors qu'un autre venait tout juste de mourir? S'en sont suivis des projets de mariage, des projets d'enfantement aussi. Alma Mahler a porté, semblerait-il, par 2 fois l'enfant de Kokoschka. Elle n'a pas gardé l'enfant. Alors pour Kokoschka, cela constituait des événements très traumatiques. C'est pour ça, entre autres aussi, que la question du lien de la mère avec l'enfant est une question très présente aussi dans l'œuvre de Kokoschka. Jaloux, j'essayais par tous les moyens de l'isoler. Elle me conserva son amour pendant les premiers temps, mais ensuite elle se révolta. Alma Mahler entra dans une clinique et permit que l'on prenne l'enfant. Mon enfant. Man sieht ganz schön, wie wahrscheinlich mit Alma begonnen hat und dann das Umfeld immer dramatischer und emotionaler und aufgewühlter geworden. Das ist in dem Streiflicht sehr dramatisch sichtbar zu machen. Außenrum ist alles sehr defragmentiert. Also das ist so, das zerfällt quasi. Ja, ne? ja. Sie ist eine... Sie ist die ruhende, genau, sie ist der auch in dieser Hinsicht. Ja. Also man sieht auch, dass er Mühe hatte, zum Ende zu kommen, weil er permanent übermalt. Ne? Ja. Es ist natürlich die Situation stürmisch, weil die Beziehung stürmisch ist und sehr unstabil.
Und andererseits ist es aber auch eine sehr fragile, delikate Zeit in der Weltgeschichte. Es ist 1913 gemalt, das Bild. Das heißt, der Erste Weltkrieg ist schon im Gespür. Man merkt, dass er kommt. Es sind unglaubliche Spannungen politisch. Diesen Sturm, sowohl innen wie außen, den spürt man sehr stark, auch wie das Bild gemalt ist. Mon grand tableau était terminé. Il me représentait moi et la femme autrefois tant aimée, voguant sur une épave comme sur l'océan. Du tempétueux naufrage de mon monde, ma main, mon pinceau, a sauvé une étreinte. Le cœur a-t-il besoin de plus pour se créer l'illusion qui permette une survie ? Peu de temps avant le début de la guerre, Alma quitte le peintre. Par dépit amoureux, Kokoschka s'engage dans l'armée austro-hongroise. Pour financer son départ, il cède la fiancée du vent à un collectionneur de Hambourg. Oskar Kokoschka will Teil des 15. Dragonerregiments werden. Das ist eines der sozusagen elitärsten Regimenter, besetzt mit Männern aus dem Hochadel. Und er muss das Pferd und die Ausstattung einbringen. Das heißt, er muss es selbst finanzieren. Und er verkauft deshalb die Windsbraut an einen Kaufmann, Otto Winter. Es ist eigentlich eine skurrile Situation, weil Kokoschka kann weder reiten, noch hat er diesen Habitus der Hocharistokratie und kann ihn auch schwer adaptieren. Kokoschka est grièvement blessé en août 1915 sur le front russe. Mais la plaie la plus douloureuse reste sa rupture avec Alma. En juillet 1918, il commande à Hermine Mauss, une costumière de théâtre, une poupée grandeur nature à l'effigie d'Alma. Wird auch aus den Briefen nicht ganz klar, was er mit der Puppe bezweckt. Er nennt sie seine Fantasiefürstin, dass er dort in Dresden auch ein eigenes Dienstmädchen hatte, dass er Pariser Wäsche für sie gekauft habe und dass er mit ihr in die Oper gefahren sei. Interessant ist vielleicht auch das, was Alma Mahler dazu sagte. Sie notiert schon 1919, also kurz nachdem sie Kenntnis bekam, dass diese Puppe nach ihrem Konterfei entstanden ist. Nun hatte er mich endlich dort, wo er mich haben wollte, willenlos und ohne Stimme. Anhand dieser Puppe sieht man, wie sehr Kokoschka nicht nur ein Maler war, sondern einfach auch ein Theatermacher, ein Erzähler, Performer. Und es ist eigentlich was unglaublich Modernes, was er mit dieser Puppe schafft. Teil dieser großen Performance-Geschichte war das Ende der Puppe 1922, wo er in einer dadaistischen Aktion eigentlich eine Art Lustmord an der Puppe inszeniert, die mit Wein übergossen wird im Zuge eines Festes und schließlich geköpft wird. Also das war sozusagen für ihn die Zäsur, der erzählte Abschluss dieser von Geschlechterkampf und einem Aufeinanderprallen der Geschlechter bestimmten Episode, wenn man so will. Après la guerre, Kokoschka se réinvente. Il évolue vers une palette plus colorée. Il obtient en 1919 un poste de professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde. Ses œuvres sont achetées par plusieurs musées importants. Ses pièces de théâtre sont jouées à Berlin. Mais déjà,
l'artiste rêve d'autres horizons. Il a eu la chance de faire un contrat avec le marchand d'art de Berlin, Paul Cassirer, qui lui a dit, en fait, tu peux voyager autant que tu veux, mais tu dois faire des tableaux sur place, des paysages, des personnes, et m'envoyer les tableaux pour que je puisse les vendre à Berlin. Ainsi, Kokoschka a parcouru l'Europe, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord. Il a dit, pendant 40 années, j'ai vécu comme un vagabond. Je suis un cosmopolite. Il y avait un soif de connaître le monde, de connaître d'autres cultures. Venise, Florence, Monte-Carlo, Madrid, Séville, Paris, Amsterdam. Le peintre parcourt un continent où la paix semble enfin revenue. À travers ses voyages, Kokoschka construit un regard européen. Kokoschka lebt da eigentlich was in der Zeit, was man heute als Freizügigkeit, also in der Europäischen Union beschreibt. Und das ist vielleicht durchaus was man produktiv auf diese Zeit des Reisens auf Kokoschka beziehen könnte, als eine Zeit, wo er wirklich von so eine Grundidee des Europäischen und des Grenzüberschreitenden entwickelt. Parmi les 90 tableaux que Kokoschka termine entre 1924 et 1930, les 2/3 sont des panoramas et des villes de toute l'Europe. Il y affirme une vision inédite du paysage. Très souvent, il s'intéresse à un point de vue bifocal, c'est-à-dire qu'il n'était pas particulièrement intéressé par la perspective centrale, mais il aimait commencer son tableau à un endroit en particulier, et ensuite il se déplaçait, il utilisait un autre point de vue, et il réalisait le tableau depuis ces deux points de vue. Ça lui permettait d'avoir deux points de fuite, et d'avoir souvent un tableau avec un espace curviligne qui l'intéressait beaucoup. En 1934, après la mort de sa mère, Kokoschka s'installe à Prague, où il rencontre Olda, sa future femme. C'est aussi la montée du fascisme dans son pays natal et dans toute l'Europe qui le décide à rester en Tchécoslovaquie. Kokoschka war schon sehr lange für die Nationalsozialisten als entarteter Künstler eigentlich im Visier. Und die Geschichte begann eigentlich schon in den späten 20er Jahren, als man in Weimar begann, Kunstwerke aus Museen zu entfernen, zu säubern, die nach den Gesichtspunkten der Nationalsozialisten als entartet, als entfremdet, als nicht deutsch galten. Kokoschka war ein sehr prominenter, vor allem in deutschen Museen stark vertretener Künstler. Wir wissen nach heutigem Forschungsstand, dass es über 600 Werke sind von Kokoschka, die aus deutschen Museen entfernt wurden. Cette œuvres de Kokoschka sont présentées au sein de l'exposition Art dégénéré, inaugurée par les nazis à Munich en 1937. Kokoschka war in der Ausstellung Entartete Kunst sehr prominent vertreten und ist auch in dem Katalog oder Katalogheftchen, das dazu entstand, auch sehr gut vertreten. Es gibt unter anderem eine Doppelseite, wo man 2 Abbildungen, 2 Porträts von Kokoschka sieht und daneben die Zeichnung eines sogenannten Irreninsassen. Und es wird dann so rhetorisch die Frage gestellt, welche von diesen 3 Porträts man denkt, dass jetzt von einem Irreninsassen sind. Le 14 mars 1938, Hitler, en visite à Vienne, proclame l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne nazie.
Kokoschka est déchu de sa nationalité autrichienne. Les nazis commencent à détruire des livres et des œuvres d'art. Et Kokoschka craint que ses peintures soient elles aussi jetées au feu. Dabei kam es auch am 5. Mai 1938 zu einer Aktion der Gestapo, wo ein Bild zerschnitten wurde, ein Kokoschka-Bild, und zwar das Porträt eines Jugendfreundes, Robert Freund, ein bekannter österreichisch-deutscher Verleger. Und das Bild wurde dann sehr schnell nach Paris und nach London verbracht und wurde genau mit diesen Schnittstellen eigentlich dann auch ausgestellt. Man hat in Folge dann Postkarten verfertigt, die in mehreren Sprachen beschriftet waren und die auf diesen Akt der Kulturbarbarei der Nationalsozialisten hinweisen sollten. So, für Kokoschka war das natürlich eine furchtbare Situation. Für sein ganzes Werk, er war ungefähr 50, war dabei, sich aufzulösen. En 1937, il présente ce tableau qu'il intitule « Autoportrait en artiste dégénéré ». Comme un pied de nez aux nazis et à tous ceux qui ont voulu l'humilier. Kokoschka a parlé de la frustration de Hitler parce que Hitler, il aurait bien aimé devenir artiste, simplement qu'il a raté le concours d'admission à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Et Kokoschka a dit, voilà, c'est un frustré. Il s'est moqué de Hitler dans sa colère. Il a appelé Anstreicher. Anstreicher, c'est un peintre en bâtiment. Pour les nazis, il devient l'artiste à abattre. À Prague, Kokoschka placarde une affiche pour dénoncer le massacre de Guernica. La police de Prague dut arracher mon affiche des murs pour éviter des complications diplomatiques déplaisantes. Mais des jeunes gens la collèrent à nouveau pendant la nuit. La radio allemande me menaça. « Si nous venons à Prague, tu seras pendu au premier lampadaire. » Après la séance de pause, tout en prenant le soleil, Adenauer et Kokoschka échangent sur les sujets d'actualité. Nous nous sommes tout de suite compris. Nous avons parlé de politique, mais je reste discret sur ce sujet, c'était des confidences. Nous n'avons pas parlé de l'époque où, arrêté par la Gestapo, Adenauer s'attendait à être exécuté. Nous n'en avons pas parlé parce que j'avais moi-même passé l'époque du Troisième Reich et de l'armistice en sûreté en Angleterre, tandis que cet homme avait préféré se livrer obstinément à son destin. En 1938, un mois après les accords de Munich qui cèdent la Tchécoslovaquie à Hitler, Kokoschka et Hulda embarquent pour l'Angleterre. Le peintre devient l'une des voix fortes de la communauté germanophone en exil. Il est élu président de la Ligue allemande libre pour la culture, aux côtés de l'écrivain Stefan Zweig. Nach seiner Emigration nach London gibt es eine entscheidende Wende, eine wirkliche Zäsur in seinem Werk, und zwar inhaltlich. Diese politischen Bilder unterscheiden sich von allem, was er vorher gemacht hat, durch einen Einfluss, den er auch in London neu aufnimmt. Und zwar ist das die Karikatur, die britische Karikatur, die ja eine ganz große Tradition hat. Das ist eine Gruppe von relativ kleinformatigen Gemälden. Dazu gehört auch das Bild Anschluss, Alice in Wonderland. Alice, Austria, allegorische Figur, steht hier in einem Stacheldrahtverhau vor einer Szene, die das brennende Wien zeigt. Und es fällt natürlich sofort auf, dass es drei männliche Figuren, in der Mitte, der trägt einen deutschen Stahlhelm, links ein britischer und rechts ein französischer. Sie erinnern an die drei Affen aus dem chinesischen Sprichwort, die nichts sehen, nichts hören und nichts sprechen können oder wollen. Und dann gibt es noch dieses Detail der Handgranate, die dem
Nazi in der Mitte aus der Hand fällt, sodass die Fantasie entsteht, im nächsten Moment wird das alles explodieren. Le peintre n'hésite pas à dénoncer la lâcheté des Alliés face à Hitler et leur manque de considération pour le sort des populations. Alors que Londres est durement touchée, Kokoschka proteste contre le bombardement des villes allemandes et autrichiennes qui provoque de nombreuses victimes civiles. Je m'étonnais cependant que l'on ne m'eût pas arraché la tête pendant cette guerre. Une telle chose n'est possible qu'en Angleterre, où je pouvais espérer survivre non seulement en fugitif toléré, mais en homme libre. C'était un pari risqué. Dans certains pays, on interdisait même l'exécution des symphonies de Beethoven. Das Rote Ei symbolisiert die freie Tschechoslowakei, die geopfert wird durch das Münchner Abkommen, das zwischen Hitler und Mussolini auf der einen Seite und Frankreich und England auf der anderen Seite. Es zeigt Kokoschka als einen freien Geist, der durchaus alle Mächte, die involviert sind in dieser kriegerischen Situation, sehr, sehr kritisch sieht. La fin de la guerre permet à Kokoschka de revenir à Vienne et à Berlin. Il y découvre une Europe en ruine, occupée par les troupes soviétiques et alliées. Adenauer a recueilli un amer héritage. Conduire comme Moïse un peuple couvert de honte, vaincu, saigné à blanc, dans un pays divisé et pillé par les Alliés. À l'issue de la guerre, Adenauer a dû rendre à l'esprit allemand l'identité humaine qu'il avait perdue. Le chancelier doutait que du jour au lendemain, les Allemands puissent se comporter en démocrates, comme on change de chemise parce que les autorités l'ont ordonné. Kokoschka décide de s'installer en Suisse, au cœur de l'Europe. Avec Holda, ils font construire une maison à Villeneuve, sur les bords du lac Léman. Oscar apprécie la présence de nombreux collectionneurs et acheteurs potentiels. C'est d'ailleurs en Suisse qu'est organisée après-guerre la première grande rétrospective de son œuvre. La grande exposition qui a eu lieu en 1947 à Bâle, qui a été un événement absolument majeur dans la carrière de Kokoschka, parce que Kokoschka lui-même pensait que plus d'œuvres avaient été détruites. Et effectivement, il est très 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 soulagé lorsqu'il voit toutes ces œuvres qui sont exposées au CIMES du Kunstmuseum de Bâle. Et pour lui, c'est une redécouverte de son travail. Là, il a senti une véritable reconnaissance et un retour à l'ordre, si on peut dire, avec ce qui avait précédé avant la Seconde Guerre mondiale. Kokoschka devient un peintre de renommée internationale. En Autriche, il incarne l'artiste anti-nazi, celui qui a osé dire non à la barbarie. En 1953, il ouvre son école du regard qu'il va animer chaque été durant 20 ans à Salzbourg. Cette école a un énorme succès. Le peintre réalise son rêve de fournir un accès à l'éducation et à l'art, clé de voûte, selon lui, d'une société anti-autoritaire et d'une paix durable. Toute notre génération a échoué. Je me sentais une obligation vis-à-vis de la jeunesse. Apprendre aux jeunes ce que signifiait voir, ce don de la nature qui nous distingue de l'animal. Wenn ihr eine Landschaft malt, dann müsst ihr erst einmal das Wesentliche für eine Landschaft, die Weite, die Tiefe, die Höhe, das ist das Wesentliche. Und das muss in Farben erzählt werden. Nicht wie ein Architekturplan, sondern es muss als Maler gesehen werden. Und die 4 Töne müssen eine Harmonie ergeben. Nicht? Das wird man dann sehen, hoffentlich, wenn Sie die Augen aufmachen. Was denn hier? Kokoschka se pose en champion de la figuration face à une peinture abstraite qui, après-guerre, connaît son heure de gloire.
Il y avait réellement en 1950 un débat sur la thèse de la fin en fait du portrait, la fin de la figure humaine. Pour Kokoschka, c'était juste impensable. Il dit « Je peins des portraits parce que je sais le faire. Et pour moi, c'est mon chemin, ma voie vers l'humanité. » Il fallait que la figure de l'homme reste reconnaissable. Le portrait évoluait tous les jours, mais le chancelier ne devenait pas plus beau avec le temps. À certains moments, on avait l'impression qu'Adenauer avait une moustache verte ou souffrait d'un rhume avec un gros nez rouge. Et il louchait aussi. Kokoschka, pour se justifier, disait « Ce tableau est fait pour être vu de loin. Il faudrait le regarder depuis le jardin. Et les couleurs, elles ne seront parfaites que dans 50 ans. » Adenauer se tenait devant le tableau. Il ne semblait pas apprécier son portrait. Il me dit « Cet homme ne voit plus très bien. Regardez comme il a placé le bras. C'est complètement inhumain et pas du tout dans les bonnes proportions par rapport à l'épaule. Mademoiselle Poppinga, je vous laisse gérer ça. Vous allez y arriver. Mais surtout faites attention. Il ne faut pas blesser cet homme. » Das Adenauer-Porträt, daran sieht man, dass Kokoschka eigentlich auch zunehmend ein mediatisierter Künstler war. Axel Springer war ja Verleger und hat in unzähligen Zeitschriften, also speziell über die Zeitschrift Quick, dieses Zusammenkommen dieser alten Herren, dieser großen Figuren der europäischen Geschichte publiziert. Axel Springer est alors un puissant magnat de la presse allemande, réputé pour ses prises de position très conservatrices et anticommunistes. En pleine guerre froide, il a installé sa maison d'édition au pied du mur de Berlin. Il commande à Kokoschka une vue de la ville coupée en deux. Le peintre accepte, espérant faire de ce tableau un appel à la paix. C'est aussi Axel Springer qui finance en 1966 le portrait du chancelier Adenauer, pour la somme record de 200 000 Deutschmark qui seront reversées à une association caritative. Das heißt, es war eine Win-Win-Situation für Kokoschka, aber auch natürlich für Adenauer und selbstverständlich auch für Axel Springer. Man muss dazu sagen, Kokoschka hatte natürlich das Image des Antifaschisten mit einer politisch sauberen Weste. Jemand, der sich aber sozusagen mit Adenauer auf Augenhöhe eigentlich hier traf. Für Kokoschka war klar, er wollte auch der bedeutendste Porträtist seiner Zeit sein. Einerseits natürlich, um auch bekannt zu sein, aber gleichzeitig sah er sich schon auch in einer Art Doppelfunktion, auch als Intellektueller mit den großen Staatsmännern, die er porträtiert hat oder die er auch vorhatte zu porträtieren, mit denen ins Gespräch zu kommen, als quasi Künstlerintellektueller, als Philosoph und mit ihnen über die Neuordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Kokoschka œuvre sans relâche à construire sa propre image. Touche après touche, il peaufine son autoportrait en artiste héroïque, en résistant antifasciste. Et le peintre tient à contrôler tout ce qui est écrit sur lui. Il prend même la plume pour rédiger son autobiographie « Ma vie », exercice de glorification où se mêlent fiction et réalité. On peut presque dire que l'autobiographie qu'il a publiée en 1971 est comme un roman, en fait, construit par l'artiste. C'est une autoconstruction de A à Z. Kokoschka était pendant toute sa vie très attentif à son image en public, qu'il a contrôlée. Il a demandé, par exemple, à des historiens de l'art de pouvoir lire le manuscrit d'un livre ou d'un article avant la publication. Il a biffé des passages, il a ajouté des passages. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'historiens de l'art découvre que derrière l'image de l'artiste antifasciste engagé pour la paix,
Kokoschka a lui aussi ses contradictions. Dans sa soif de reconnaissance, le peintre a travaillé avec d'anciens collaborateurs nazis, comme le vendeur d'armes et collectionneur Emil Bürl ou le galeriste Friedrich Wels. So einer der zentralen Figuren rund um die Schule des Sehens war natürlich Friedrich Wels, der Kunsthändler, den Kokoschka schon aus den 30er Jahren kannte und der für ihn eigentlich auch diese Schule erst ermöglicht hat in Salzburg. Er war sicher einer der bedeutendsten Kunsthändler der nationalsozialistischen Kunstraubpolitik und war auch dann in einem amerikanischen Gefangenenlager. Kokoschka muss um diese Vorgeschichte des Friedrich Wels gewusst haben, aber es hat ihn nicht gehindert, mit ihm eine sehr, sehr enge Beziehung einzugehen. Und das ist Kokoschka auch von manchen seiner Freunden vorgehalten worden. Ce matin, un cri a déchiré le silence de la villa. Olda, sa femme, nous avait prévenus. Quand Kokoschka est particulièrement tendu, il peut lui arriver d'émettre un hurlement effroyable, sauvage. J'ai finalement vu l'image devant moi. Un homme qui se tient droit. Son regard est orienté vers l'intérieur. Un homme qui porte quelque chose en lui, dans son âme, dans son esprit. C'est cela que je voulais exprimer. 1 heure plus tard, j'avais fini. Nous avons une nouvelle fois observé la peinture et Konrad Adenauer n'en croyait pas ses yeux. Le 19 avril 1966, après 19 jours de travail continu, Kokoschka a mis la dernière touche au portrait du chancelier devant les photographes. On a célébré ce moment avec du whisky. Adenauer a bu un verre entier. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les deux géants se sont amusés énormément. Pendant ces séances de pause, ils ont découvert qu'ils partageaient un même espoir, l'unification de l'Europe. Kokoschka était un Européen fanatique. En fait, son engagement pour l'Europe devient de plus en plus fort après la fin de la guerre, notamment avec le triptyque de la bataille des Thermopyles. En 480 avant notre ère, les Grecs étaient plus brouillés, divisés entre eux, mais ils ont compris au moment de la menace de l'Est qu'il fallait s'unir pour combattre l'envahisseur. Et Kokoschka dit il faut faire la même chose en fait. Et ceci devient pour Kokoschka, dans les années 50, une allégorie ou une parabole pour ce qui se passe en Europe. On est en pleine guerre froide. Il y a le bloc de l'Est qui devient dangereux. Il faut que l'Europe se réunisse les forces pour en fait empêcher une 3e Guerre mondiale. Und jetzt nachher waren diese Serie von Weltkriegen. Der Mensch muss selber denken, muss selber das Schicksal meistern können. Die Griechen waren die einzigen und die ersten, die erwachten zu dem Bewusstsein, man kann das Schicksal meistern. Sie haben für das Schicksal, für dieses Phänomen, das uns in Panik versetzt, heute wieder genauso wie in der Urzeit. Sie haben dafür ein Beispiel gefunden, die Gorgo. Sie haben ein Bild gefunden. Wenn das Bild, wenn die Panik, wenn die Angst, das Erschrecken eine Bildform bekommt, dann können Sie es meistern, weil Sie es sehen können. Wir müssen die Augen aufmachen und die Dinge so sehen, wie sie sind. Europa ist für mich das Schicksal. Wenn wir dieses Schicksal tragen, das heißt, wenn wir dieses Schicksal meistern können, dann bleiben wir Menschen, sonst sind wir einfach Masse. Herr Kokoschka hat mir zum Abschied in ein Buch, und dann hat er ein Bild der Gorgo darunter gezeichnet. Und das hat mich auch tief beeindruckt, dass er dieses starke Empfinden für die Notwendigkeit hat,
dass Europa stark und kräftig bleibt. Und er ist genau wie ich der Ansicht, das kann Europa nur erreichen, wenn Frankreich und Deutschland, die großen Mächte in Europa, wirklich sich zusammengehen und die Gründung, die Einigung Europas weiterführen. C'était vraiment le sommet de la carrière de Kokoschka comme portraitiste. Parce qu'il y avait des centaines de journalistes qui ont diffusé à travers le monde son portrait et son nom. Il y avait une rencontre entre deux grands hommes. Il y avait d'une part Adenauer, qui était une grande personnalité politique, et puis bien sûr, il n'y avait qu'un grand peintre qui pouvait peindre une aussi grande personnalité politique. Donc là, il y a un lien, disons, symbolique qui se fait de façon directe. C'est ce portrait de Konrad Adenauer par Oskar Kokoschka qui sera choisi par la chancelière Angela Merkel au début de son mandat. Qui aurait imaginé qu'un jour, une œuvre de l'enfant terrible de la sécession viennoise, celui que les nazis avaient qualifié de peintre dégénéré, deviendrait le symbole de la nouvelle Allemagne ?